Tous, je vous remercie de participer à ce webinaire finance que nous organisons, dont le thème sera les atouts de votre entreprise, à savoir les leviers sur lesquels vous pouvez intervenir pour améliorer la rentabilité de votre entreprise. Le webinaire sera animé par Richard Villeneuve, dirigeant fondateur du cabinet Activium Finance. Je vous laisse la parole, Richard. Eh bien, bonjour à vous. Je suis Richard Villeneuve. Depuis maintenant 5 ans, je dirige le cabinet Activium Finance, qui est un cabinet de conseil, enfin surtout d'analyse, d'optimisation des modèles économiques, mais également j'interviens au sein des grands groupes comme directeur financier lors de situations complexes, comme de fusion, acquisition, restructuration et réorganisation. Donc le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est vous donner les leviers, des leviers supplémentaires de compétitivité et de rentabilité de l'entreprise. Voilà, donc ça s'adresse majoritairement aux dirigeants. J'avais eu, je vois Madame Flix, j'avais eu un petit entretien avec vous et je pose quelques questions d'introduction pour le dirigeant qui est aujourd'hui confronté à des situations qu'il n'a jamais rencontrées auparavant, des situations singulières de liquidité et de compétitivité. Donc, j'ai énuméré quelques questions pour le dirigeant. Je pense qu'elles sont louables aujourd'hui, vu la situation. Que pensez-vous de votre entreprise? Quels sont les axes d'amélioration possibles? Êtes-vous prêt à faire évoluer votre organisation pour être compétitif, bien sûr? Écoutez-vous vos collaborateurs? C'est très important d'avoir une remontée des collaborateurs qui soient, je dirais, au sein d'une comité de direction ou pas d'ailleurs. Ce qui est bon aussi des fois, c'est d'écouter dans l'atelier ce qui se passe. Maîtrisez-vous votre modèle de marge, à savoir votre structure de coût. Quelles sont vos limites? Quand je dis quelles sont vos limites, aujourd'hui, c'est combien vous pouvez investir dans de nouvelles machines, dans de nouveaux modèles. Quelle est aujourd'hui votre appétence à ouvrir le capital de votre entreprise pour qu'elle se développe? Et quelles sont vos limites de financement, à savoir quel est votre niveau d'endettement? Je mets entre parenthèses le PGE, qui a augmenté le niveau d'endettement pour ceux qui l'ont reçu. Et enfin, avez-vous été, je dirais, un peu sensibilisé à effectuer un diagnostic économique de votre entreprise, c'est-à-dire un dirigeant est confronté à un spécialiste pendant 1 ou 2 semaines pour effectivement évaluer et émettre une opinion critique mais constructive de son entreprise. Et c'est très important, c'est comme je dirais le diagnostic économique, je mets un parallèle avec la visite annuelle chez le médecin. Même si vous n'avez rien, vous croyez que vous êtes en bonne santé, vous allez chez le médecin et il vous dit ah bah non, écoutez, vous sentez peut-être bien, mais moi je décèle ça, ça ou ça. C'est un peu le même schéma quelque part. Donc deuxième remarque, effectivement, pourquoi la finance d'entreprise peut vous aider à structurer votre organisation? Les PME, j'ai bien les PME, sont dépourvues de financiers d'entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, les PME ont des comptables, ont des très bons comptables et des experts comptables. Des experts comptables, l'expert comptable vient 1 fois par an au sein de l'entreprise pour faire une situation annuelle, mais souvent il vient trop tard. Ce n'est pas lui qui va contrôler, améliorer et optimiser la structure de coût de l'entreprise. Il est là pour mettre en adéquation la comptabilité et la fiscalité, c'est tout. Donc il n'y a pas de financier d'entreprise pour accompagner le dirigeant dans sa performance. Ah, il y a quelqu'un qui a mis... Pardon, je ne parle plus parce qu'il y a un micro. Voilà, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans cette post-crise? Parce que je dirais, c'est pas, je réitère, hein, c'est pas une guerre, hein, c'est une crise temporaire, hein, trimestrielle. On a vu que les PME n'avaient pas de liquidité suffisante. Au-delà de 2 mois, elles étaient sèches. Hein. Donc, adapter son organisation aujourd'hui, dimensionner son organisation par rapport à ses capacités opérationnelles et financières, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. On ne peut pas avoir effectivement
3 comptables, 5 contrôleurs de gestion pour une société qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On dit c'est inconcevable, c'est inconcevable. Ou avoir 57 mètres carrés de bâtiments pour 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est inconcevable. Donc il faut dimensionner son organisation, être capable de se remettre en cause. Donc situer le niveau du seuil de rentabilité, c'est un indicateur clé. Est-ce qu'on perd ou on gagne de l'argent? Et ça d'une manière mensuelle. Ça détermine le niveau de profitabilité. Ce qui est bien, c'est de le faire mensuellement, d'avoir une situation claire de la profitabilité de l'entreprise d'une manière mensuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, les signaux faibles sont souvent ignorés. Effectivement, si on a une dégradation de l'activité qui est continue de mois en mois, avec des indicateurs clés qui sont observés mensuellement, on peut corriger assez très rapidement. Si vous regardez votre entreprise une seule fois par an, c'est trop tard. C'est trop tard. Le mal est fait. Donc, et dans cette conjoncture, il faut être très avisé par rapport au niveau de dépenses engagées par l'entreprise, par rapport à ce qu'elle peut dégager comme recette. Donc, maîtriser sa structure de coûts valide l'efficience de l'organisation. C'est dans ce sens-là. On doit effectivement, chaque dépense dans ce contexte post-crise, mais reprise d'activité, doit être analysée. C'est une opportunité pour le chef d'entreprise de remettre à plat son organisation. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Voilà. Est-ce que je peux faire mieux avec moins? Donc le budget, quelque part, le budget annuel, j'espère que les entreprises sont rompues à cet exercice, même s'il ne doit pas prendre des temps phénoménaux, décline la stratégie d'entreprise. Un budget, c'est effectivement, doit être présenté à un banquier pour faciliter le financement, doit être présenté à un futur investisseur, doit être présenté à un comité de direction, tout simplement. Est-ce que le comité de direction valide la stratégie? Est-ce qu'il est en ligne avec ce que lui propose le dirigeant? Donc c'est un pacte, quelque part, le budget. C'est un pacte qui scelle l'homogénéité et la solidarité au sein du comité du COMEX, du comité de direction. Si j'élargis le seuil de compétences, la finance, ou plutôt la stratégie, est toujours liée à la finance. Le but ultime de la stratégie, c'est d'être compétitif et d'être rentable, quel que soit le modèle. Voilà. C'est le but de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Et c'est de payer de l'impôt. Si vous payez de l'impôt, c'est que vous gagnez de l'argent. Voilà. Les entreprises qui ne payent pas d'impôt disent non, je ne veux pas payer d'impôt, c'est qu'elles ne sont pas compétitives. Malheureusement, pour nous, le taux, effectivement, est assez gras, mais il est gras pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, les PME ne sont pas assez rentables en France. Donc, le dirigeant, c'est ce que je mets en première phrase, et dans cet exercice de sa stratégie, est un soliste. Il n'a pas de contrepoids. Il a effectivement des managers de logistique, de production, commerciaux, peut-être un responsable financier, mais dans la stratégie, dans le déploiement, dans la déclinaison de la stratégie, il n'a pas de contrepoids. Donc, aujourd'hui, et encore plus demain qu'hier, la réussite d'entreprise, c'est une affaire de spécialistes. Il faut que le dirigeant ne peut plus faire seul tout, décider de tout seul. C'est une affaire de spécialistes. Il doit avoir une critique qui peut être, comme je vous ai dit initialement, être accompagné pendant une semaine. Je ne dis pas pendant 6 mois. Ce n'est pas utile de se faire accompagner pendant 6 mois. Mais une fois par an, quelqu'un vient le challenger quelque part, d'une manière positive, attention. Moi, je suis toujours fervent prescripteur du verre à moitié plein, pas du verre à moitié vide. Donc, prendre la bonne décision, aujourd'hui, ne peut plus être un choix unique, unilatéral. Mais il doit avoir dans ses tiroirs plusieurs scénarios possibles en cas, effectivement, de forte croissance. Comment il adapte son modèle en cas de forte croissance?
Et comme aujourd'hui, en cas de crise, comment et de quel levier dont il dispose pour pouvoir résister et combien de temps. Donc en général, on s'est aperçu de ça durant ces derniers mois, beaucoup de dirigeants s'appuient sur ces fondamentaux, c'est-à-dire sur des méthodes gagnantes ou pas du passé. Mais demain, on s'aperçoit que demain, ces méthodes-là ne profiteront pas à certaines entreprises. C'est-à-dire celles qui vont être en difficulté demain étaient déjà fragiles hier. Donc, celles qui sortiront, qui arriveront à tirer leur épingle du jeu, à sortir de l'ornière, c'est celles qui arriveront à se dire, comme je l'ai effectivement affirmé précédemment, à remettre tout à plat. Et voilà, effectivement, hier, on était dans un schéma X, ça fonctionnait plus ou moins, on s'en sortait plus ou moins, mais demain, ça ne pourra pas être le cas. Donc, ça sera le dirigeant et je dirais, un conseil d'administration et actionnaires qui devront être déjà ces actionnaires être plus actifs au sein du conseil d'administration et surtout avoir la capacité à se remettre en cause. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, savoir aujourd'hui où se crée ou où se détruit la valeur, c'est-à-dire quand vous avez un portefeuille client avec des produits effectivement liés, quel dirigeant, quel client, quelle est en termes de proportion de la contribution à la valeur ajoutée, de quel client s'agit-il? Quel client nous fait perdre de l'argent? Quel client nous en fait gagner? Voilà, la culture du chiffre d'affaires, je reviendrai dans la prochaine diapositive, est à proscrire. On ne parle plus aujourd'hui de chiffre d'affaires. Voilà, on parle aujourd'hui de marge. Seule la marge aujourd'hui fait foi. Si un client ne dégage pas suffisamment de marge par rapport à un secteur donné, vous avez des moyennes de secteurs, retail, aéronautique, automobile, biens de consommation. Voilà, c'est la marge qui va déterminer la vie ou la mort de votre entreprise. Donc c'est très très bien, c'est très explicite dans cette diapositive. Restez dans le jeu. Voilà, le lien entre les coûts et le prix de vente, c'est la marge. La marge, en fait, c'est une reconnaissance du client par rapport à votre produit. C'est une garantie pour lui de sa fiabilité en termes de produit, en termes de qualité de produit, mais aussi en termes de service également. Donc, en disposition du client à payer un prix, d'ailleurs, il vous paye les coûts et il vous paye la marge, c'est-à-dire, quelque part, votre habilité, votre réputation, votre qualité de service et votre qualité de produit. C'est ça que vous vendez au client, c'est la marge. Si votre coût égale votre prix, vous ne gagnez pas d'argent, vous êtes à zéro. Voilà, vous êtes à zéro. Donc, l'attrait d'un modèle économique efficace, c'est quand vous pouvez dégager de la marge. C'est très important. Donc, le prix, aujourd'hui, il est fixé par le marché. Donc, il y a un prix marché, par exemple, un t-shirt chez Zara, c'est 15 €. Vous n'allez pas dire, ah bah oui, mais le t-shirt, non, mais moi je le veux à 10 €. Bah non, ils vous diront, le t-shirt, c'est 15 €. Donc, en fait, c'est un facteur externe. Vous ne pourrez pas influencer le marché, vous êtes trop petit pour influencer le marché. Donc, vous pouvez être déterminant sur des facteurs internes. Les facteurs internes, ce sont votre structure de coût, votre organisation, vos ressources. Elles doivent être dimensionnées par rapport aux produits que vous allez vendre sur le marché et dégager cette marge. Voilà. Si vous vendez effectivement trop cher, votre produit ne sera pas accepté par le marché. Voilà. Et inversement, si vos coûts sont trop élevés, là, c'est votre modèle qui va être mis en faillite, quelque part, qui ne sera plus viable. Donc vos coûts seront trop importants. C'est-à-dire vous aurez trop de ressources, consommez trop de matière, les produits ne sont pas qualitatifs, donc vous avez des retours clients qui vous coûtent très cher, et vos machines sont peu ou pas efficientes. C'est-à-dire qu'elles délivrent un produit qui n'est pas de qualité. Donc ça, aujourd'hui, c'est fondamental. Donc, prochaine diapositive.
en fait, moi, je résumerais ça, moi, 2 facteurs qui valorisent un niveau de marge, j'irais même au-delà, un modèle économique. Le BE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Voilà, c'est ce qui valorise un modèle économique. Toutes les charges y sont déclinées jusqu'au salaire, sauf les dotations d'amortissement. Et les flux de trésorerie, parce que c'est ça en fait. La réussite d'un modèle, c'est quand ça génère des flux de trésorerie positifs. Donc, comparer votre marge opérationnelle, et je reviens toujours sur la culture de la marge, au secteur et à ses concurrents, c'est un bon indicateur. Si aujourd'hui, par exemple, la marge opérationnelle dans le luxe est à 25% et vous êtes à 10%, c'est que votre produit n'est pas dans le marché. Si vous fabriquez un produit luxueux, je ne vous dis pas que vous êtes un second LVMH ou Kering, mais si vous fabriquez, votre stratégie c'est de vendre un produit de luxe et votre marge opérationnelle est 10 alors que les autres font 25, vous n'êtes pas bien positionné sur votre marché. Voilà. Ou alors vous avez une structure de coût, une organisation qui n'est pas efficace. Donc plus cette marge est élevée, plus les flux croissent. Donc plus vous avez de trésorerie, en fait. Ça, la marge, c'est la génération de la trésorerie. Donc c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Hein. Je pense que même les médias, quels qu'ils soient, je ne porte aucun jugement là-dessus, mais ne font pas assez l'éloge de, voilà, on va développer du chiffre d'affaires. Oui, non, mais non. Chiffre d'affaires, si vous vendez un produit 100 et qui vous coûte 110, ce n'est pas du chiffre d'affaires, c'est la destruction de valeur. Donc le client, il n'est pas rentable. Ce client-là, il faut mieux le laisser à d'autres. C'est pas viable. Donc il faut choisir aussi ses clients par rapport à sa stratégie, donc à son niveau de marge. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, le point fondamental pour un dirigeant, c'est d'avoir cette culture à minima financière ou se faire accompagner financièrement pour structurer son organisation, et à savoir son niveau de marge et ce que ça va générer comme flux de trésorerie. Donc, je réitère, j'aurais dû mettre en gras d'ailleurs, la culture du chiffre d'affaires est obsolète, car focalisée sur le volume et non sur la valeur. La valeur, c'est la marge. Donc, en fait, effectivement, vous avez le chef d'entreprise aujourd'hui, même si il doit obéir à un environnement de marché plus ou moins attractif, plus ou moins, comme on le voit aujourd'hui, hein, restrictif, il doit tout mettre en œuvre pour adapter son organisation. Donc, en fait, une organisation, ça doit être flexible, c'est un peu un accordéon. Quand tout va bien et qu'il est en forte croissance, il a, quelque part, des leviers, une latitude un peu plus large, même si il doit conserver son niveau de marge, mais il doit adapter notamment son BFR, son besoin en fonds de roulement qui croît, donc sa trésorerie qui devient plus tendue. Donc, quelque part, que vous soyez en crise et que vous soyez en période de forte croissance, dans les deux cas, il faut gérer d'une manière très précise vos flux de trésorerie. La PME, c'est une gestion de culture qu'on appelle les cultures cash. Voilà, c'est fondamental. Dans les grands groupes, c'est pas le problème, le cash. Le dirigeant se retourne, il a toutes les banques qu'il veut. Voilà, il a des actifs qui lui permettent qui peut cautionner. La PME, c'est pas le cas. La PME, c'est la validité, la viabilité de son modèle économique. Qu'est-ce qu'il dégage comme flux de trésorerie? À la fin, au bout du tunnel, son modèle, il dégage quoi? Voilà. C'est ça qui est important aujourd'hui, que les dirigeants n'ont pas assez en tête, c'est voilà, ma marge opérationnelle et mes flux de trésorerie. Effectivement, le chiffre d'affaires, c'est important, ça donne une tendance. Est-ce que si l'activité croît de 10% et vous de 2%, bon, bah, c'est que votre produit, dans le même secteur, hein, pour à peu près les mêmes produits, c'est que voilà, vous n'êtes pas en phase avec le marché. Mais c'est juste un indicateur. Vous pouvez très bien être 2% de croissance et le secteur à 10%. Par contre, vous pouvez très bien afficher un EBE à 10 ou 12% parce que vous maîtrisez votre structure. Vous avez une stratégie qui est très focalisée.
Voilà. Donc c'est, encore une fois, c'est, je pense, une diapositive clé. Donc vous l'avez connu, hein, maintenant, même si il y a encore, notamment aux États-Unis, certaines velléités du virus. Je pense qu'en Europe, on arrive quand même au bout du virus, mais pas de la crise. La crise, elle est pour demain. Donc, le dirigeant a intérêt à se remettre en cause aujourd'hui. Parce que quand on s'adapte, quelque part, on est déjà en retard. La locomotive, elle est déjà passée. On est le wagon, on veut rattraper la locomotive. Donc, quand on s'adapte, on est en retard. Donc, il faut anticiper. Et anticiper, c'est là où anticiper en regardant derrière, en s'appuyant sur un vieux modèle, avec des vieux réflexes, ça ne fonctionnera pas. Ça, je vous le dis de suite. Donc, il faut, je pense, faire appel à d'autres approches, à d'autres méthodes, pour challenger les défis de demain. Les défis de demain, ce sera peut-être sûrement pas le coronavirus, mais ce sera d'autres éléments perturbateurs qui vont venir challenger toutes ces entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, mais plus vous êtes petite, plus l'entreprise est petite, plus elle est fragile, parce que ces marchés sont en général domestiques et non internationaux, donc vous êtes lié à la consommation nationale. Donc l'analyse sectorielle, c'est très important. Le dirigeant doit s'appuyer sur où est-il, où son entreprise se situe, où suis-je sur le marché. Quel modèle je veux? Est-ce que je vais vendre du produit de luxe, donc peu différencié, avec des grosses marges, que je vais vendre cher parce que j'aurai la qualité et j'aurai du produit et du service, ou alors je vais vendre, je dirais du low cost, mais par contre je vais faire beaucoup de volume, avec une réactivité et une agilité de mon organisation optimale. Donc le dirigeant doit savoir également quelles sont mes capacités de l'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire? Quels moyens j'ai aujourd'hui pour affronter le marché? Quelles ressources je dispose? Celles-ci sont plutôt bonnes ou celles-ci, je devrais les changer, les modifier? Mon niveau d'endettement, est-ce que je peux faire toujours seul? Est-ce que j'ai la capacité financière d'autofinancer mon entreprise, ou je devais devoir faire appel à un autre actionnaire pour financer ma croissance? Voilà, demain, ça sera ça. Demain, ce sera ça. Ma qualité managériale, est-ce que je délègue suffisamment? Ou alors, je fais une rétention, ce qui pénalise en fait l'attrait de mon entreprise. Si le dirigeant monopolise toutes les décisions, toutes les actions, en général, les bons éléments ne restent pas. Parce qu'ils veulent s'exprimer, les bons éléments. Ils veulent donner aussi de leurs compétences et de leur expérience. Donc, s'ils sont bridés ou n'arrivent pas à évoluer, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, et surtout, demain, c'est avoir un dirigeant, effectivement, le dirigeant de PME, c'est soit un bon commercial ou un technicien. Moi, j'ai évolué dans des environnements anglais et allemands, par exemple, où le dirigeant était quand même un bon financier, quoi. Et je pense que, notamment en Allemagne, les dirigeants d'entreprises PME ou ETI, ce sont des bons dirigeants et qui ont un volet financier développé. Développé. La rentabilité, ils savent ce que c'est. Hein. Donc, c'est pas moi qui vais leur expliquer. Donc voilà, avoir ce volet, le dirigeant de demain, de PME, doit avoir cette appétence, même si elle n'est pas naturelle, pour ce volet financier. Donc le diagnostic économique, pourquoi je vous parle de diagnostic économique? Parce que depuis 2015, j'en ai fait que 43. Voilà, 43 diagnostics. Donc je connais très bien les contraintes et les problématiques des PME, entre, je dirais, 2 et 15 millions d'euros. Voilà, donc c'est le cœur de cible. Donc je reste en général 1 semaine à 2 semaines à côté du dirigeant. Pourquoi? Pour lui donner une photo de son entreprise, une vraie photo, hein, pas la sienne, la mienne. Une photo de son entreprise,
Je choisis un panel de salariés avec lesquels j'ai des meetings. En général, c'est 7-8. Je convoque les actionnaires et le dirigeant pour leur donner effectivement l'analyse de leur modèle économique et financier. Et après, je leur propose des solutions. Quel type de scénario serait susceptible de les aider, de les accompagner pour affronter demain, l'avenir? Et surtout, parce que je pense que beaucoup de PME ont énormément d'atouts qui sont inexploités, qui sont cachés, où le dirigeant, par récurrence, est un peu aveugle, en fait, ne les voit plus. Alors, moi, qui ne connais pas l'entreprise, moi, j'arrive avec un œil neuf, moi ou d'autres, peu importe. Au bout, je vous assure qu'au bout de 3-4 jours, j'ai pas besoin de lampe torche. Mais j'arrive à sceller les problématiques majeures de l'entreprise et son potentiel. Donc c'est ça en fait, aujourd'hui, moi ce que je veux quelque part vous irriguer ce webinaire, c'est que le dirigeant, non, il n'est pas seul, s'il veut, il n'est pas seul. S'il a la volonté d'avoir cette motivation, cette vision de l'entreprise par le haut, il n'est pas seul. D'autre part, deuxième chose, demain ne sera jamais plus comme hier. Moi, je parle de transformation. Vous savez, même dans les grands groupes, moi, j'ai fait 4 grands groupes durant ces 3 dernières années. Il n'y a pas plus de transformation dans les grands groupes que dans les PME. La transformation, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la transformation est liée au digital, oui. Mais le digital, avant de parler du digital, il faut faire évoluer son organisation. Tant que l'organisation ne sera pas évoluée, le digital restera un souhait, un potentiel, mais pas une réalité. C'est d'abord conformer une organisation performante et après on peut agréger du digital, du numérique. Donc c'est très important. Donc stratégie, finance, organisation, c'est le triangle clé pour une entreprise, quelle que soit la taille. Donc pour moi, j'en ai terminé parce que je vais pas parler, je n'aime pas parler pour parler. Et j'aime dans mes interventions que ce soit pertinent et que les gens retiennent les choses essentielles aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Quelle qu'elle soit. Pas de questions? N'hésitez pas, Richard, vous pouvez donner des exemples de leviers sur lesquels un dirigeant peut agir pour améliorer sa rentabilité, notamment des exemples concrets qui sont liés à votre expérience ou... Vous voyez, là, je travaille dans une entreprise qui transforme le méthane en biocarburant, en région parisienne, en 91. Et lorsqu'elle faisait des devis à leurs clients, des propositions commerciales, il y avait un taux homme-jour, dans lequel moi j'ai regardé effectivement qu'est-ce que ça donnait, quelle était la décomposition du prix avec les coûts, et je me suis aperçu qu'en fait, le taux qui était facturé au client ne comprenait pas, dans le taux jour homme, les coûts fixes de la société. Les taux n'étaient pas bons. Oui. Donc ça, c'est un levier vraiment simple. C'est quel est le vrai taux homme-jour que l'on facture à son client. Oui. Et il ignorait. Ils n'étaient pas quels. Pour eux, ils prenaient les charges patronales, plus ça multiplié par 1,45, et puis, voilà. Ils facturaient ça au client. Mais je dis, mais et les coûts fixes? Et les loyers? Et les assurances? Donc, et les dotations d'amortissement. Donc, vous voyez, il y avait tout ça. C'est simple, pourtant. C'est pas compliqué. Moi, je l'ai fait en 2 heures. Mais c'était un paramètre qui était ignoré. Pourtant, c'est pas compliqué. Oui. Donc, vous avez aussi d'autres, effectivement, d'autres pertinences. Des contrats, je pense, dans les coûts fixes, parce qu'en général, dans les PME, c'est dans les frais généraux, ce qu'on appelle les frais généraux, les coûts fixes, il y a des coûts fixes qui peuvent être mutualisés, qui peuvent être effectivement
optimiser, que ce soit dans les télécoms, dans le nettoyage, dans la maintenance. Je pense qu'il n'y a pas d'optimisation aujourd'hui qui est faite niveau par niveau, enfin nature de charge par nature de charge. Voilà, ça c'est à chaque fois une certitude. À chaque fois que j'analyse une entreprise, il n'y a pas cet effort de rationalité qui est fait pour aller chercher de l'économie. Voilà, donc, mais je pense aussi qu'il y a un dimensionnement de l'organisation qui n'est pas en phase avec les capacités. Voilà, il faut savoir effectivement qu'est-ce qu'on est capable quelque part d'engager, quel niveau d'engagement qu'on peut faire pour l'entreprise par rapport à ses possibilités. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai hérité ça parce que j'ai travaillé avec des fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est une culture de la trésorerie. Tout est relatif à la trésorerie. Voilà, tout est cash, comme on dit. Donc, on n'a pas ce levier cash au sein aujourd'hui, au sein de ces PME, de manière affirmée. Voilà. Donc, et pour résumer, quand j'interviens dans une entreprise, quand je demande la structure de coût, quelle est la part du coût variable, quelle est la part de coût fixe de l'entreprise, beaucoup de dirigeants lèvent les yeux au plafond. Donc, et pourtant, c'est les fondamentaux pour maîtriser son modèle économique d'aujourd'hui. Donc, son niveau de BFR, rentabilité de ses actifs, ses niveaux de marge, combien elle dépense par mois. Voilà, je pense que aujourd'hui, c'est un requis. C'est un requis. Il n'y a pas d'autre solution pour affronter les problématiques de demain. Voilà. Une autre question, les leviers en termes d'organisation, parce que là, vous avez parlé des leviers entre guillemets financiers, la marge, le prix de vente, les charges de structure, les charges variables, mais en termes d'organisation, quel cas de figure vous avez rencontré et quelles ont été les mesures correctives? Les mesures correctives, par exemple, vous avez, là je fais appel au numérique, au digital, qui peut s'agréger très bien si l'entreprise est captive. C'est-à-dire que vous pouvez instaurer un module qui s'appelle, c'est anglophone, Procure to Pay, c'est-à-dire que c'est un module qui est agrégé à votre modèle informatique, quel qu'il soit, et qui va quelque part faciliter de la commande jusqu'au paiement fournisseur. Vous allez avoir une vue de la chaîne de valeur sans intervention humaine, c'est-à-dire que de la commande, bon de livraison, facture, paiement, c'est un modèle digitalisé où tout est scanné, tout est automatisé et tout est rapproché, où l'intervention humaine est minime. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de 2 ou 3 comptables pour fournisseurs pour valider le bon de livraison ou d'un magasinier. Tout est fait dans l'outil. Bon, ça, c'est un outil qui marche formidablement bien. Vous avez un prestataire qui s'appelle Use. Je fais sa pub, mais quelque part, c'est du concret. Donc, voilà, qui prend en charge toute la chaîne de dématérialisation du cycle fournisseur. Et ça, tout le monde peut le faire. Et c'est vraiment pas du tout onéreux. Et qui a des vertus au niveau de l'organisation et de la sécurité. Au niveau commande, livraison, facture et paiement. Donc, vous voyez, et vous pouvez faire exactement le même chemin avec le cycle client. Au lieu d'avoir 2 comptables, vous avez un comptable. Voilà. Et en plus, ce qui est bénéfique pour lui, pour la ressource, c'est comme elle ne va plus s'occuper des tâches, je dirais, à faible valeur ajoutée, elle va, quelque part, s'occuper de ce qui est intéressant dans son métier, pouvoir développer d'autres compétences. Voilà. C'est un exemple d'organisation. Mais là, c'est un outil qui permet de se substituer à une organisation, en fait. Mais en termes d'organisation pure, est-ce que vous avez été confronté à des structures non efficientes d'organisation et il fallait réorganiser pour pouvoir... Alors,
Oui, également. Donc, dans ce cadre d'organisation, très souvent, l'organisation se joue, c'est une affaire d'homme. Hein, c'est une affaire d'homme. C'est la bonne personne sur la bonne fonction, avec effectivement un apport de compétences pour le dirigeant et pour l'entreprise qui est significative. Donc, majoritairement, l'organisation, ce sont des ressources physiques. Voilà. Si vous avez des bonnes personnes motivées, qualifiées et qui sont engagées dans l'entreprise, après, je pense que c'est implicite. L'organisation devient efficiente parce que ces personnes-là arrivent, si vous voulez, à détecter des améliorations mois après mois au sein de l'entreprise qui sont profitables. Donc, et être force de proposition. Donc, première chose dans une organisation, ce sont les hommes qui font de l'organisation. Voilà. Et après, tout est décliné. C'est elles qui vont chercher les meilleurs contrats, celles qui vont effectivement voir les redondances, celles qui vont voir les coûts qui pourraient être évités. Donc, voilà, je pense que le facteur déterminant, c'est la qualité de vos ressources physiques. Voilà. Mais après, effectivement, il peut y avoir la ressource aussi tangible. Hein, en termes d'organisation, je pense que l'outil industriel doit être renouvelé. Il n'y a pas assez d'investissement dans l'outil industriel qui améliore la qualité du produit. Et derrière, vous pouvez vendre un service plus performant, donc plus profitable. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que dans l'industrie, c'est l'investissement qui va générer des cash flows, de trésorerie. Donc, si vous avez un outil vieillissant, industriel vieillissant, il ne sera pas pérenne. Demain, il sera plus pérenne. Voilà. Donc, c'est la capacité, ce que je disais dans les diapositives précédentes, la capacité d'investissement et donc d'endettement et d'ouverture du capital si vous voulez vous développer. Vous ne pourrez pas faire tout seul demain. Impossible. Avez-vous des questions? Pas de questions? Écoutez. D'autres questions? Personne? Personne, pas de questions. Ouais, je pense qu'on peut terminer alors. Bon. Bon, bah merci à tous. Eh bien, merci Richard pour je votre vous intervention. remercie de votre participation et je vous souhaite une très bonne journée. Également, à bientôt. À bientôt, au revoir.